plaît, nous traitons votre appel. C'est long quand même, vachement long. Essaye de l'autre côté. Bon, après, c'est pour les Non, mariages. parce que là, c'est la mairie, là. Enfin, c'est le... Regarde. Allô, bonjour, Maël Daniel, journaliste d'investigation. Je viens pour savoir si Madame Appéré est présente, parce que... Allô, vous m'entendez? Ah. Ils ont entendu journaliste d'investigation, ils ont arrêté. Peut-être qu'il va venir nous ouvrir. C'est bon, c'est mort. L'histoire de l'immigration en France commence à la fin du 19e siècle, où la notion d'étranger a commencé à être assimilée à une différence de nationalité. Cette histoire peut être divisée en 3 vagues d'immigration successives. La révolution industrielle organise une première vague par un afflux important de main-d'œuvre. Ensuite, la fin de la Première Guerre mondiale crée aussi le besoin de main-d'œuvre pour reconstruire la France. Enfin, la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale qui engendre l'arrivée de migrants. La révolution industrielle et le besoin de combler la faible croissance démographique française encouragent l'immigration d'ouvriers venus des pays voisins pour travailler dans les aciéries ou encore dans la Société nationale des poudres explosifs. Ainsi, en 1911, la population parisienne réunit 200 000 étrangers venus de tous les pays d'Europe, c'est-à-dire 7% de la population. Aujourd'hui, l'économie française donne l'impression d'être au point mort. En tout cas, si on la compare à la formidable période de croissance qu'a enregistrée la France. Après les 30 Glorieuses, qui ont favorisé l'immigration pour satisfaire aux besoins de l'économie française, la crise économique des années 1970, en partie provoquée par le choc pétrolier en 1973, pousse l'État à mettre en place un contrôle des afflux migratoires, recentrant fortement sur l'immigration pour motif familial. Depuis janvier 2015, plus de 630 000 migrants sont entrés illégalement dans l'Union européenne, dont 160 000 demandeurs d'asile. La plupart fuient la guerre en Syrie et en Irak. D'après l'INSEE, en 2020, 6,8 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,2% de la population totale. Après tout, la France a écrit son histoire avec l'immigration. Sommes-nous les mieux placés pour juger l'avenir de ces individus ? Bon, pour commencer ce reportage, je suis parti à Rennes pour vous montrer comment ça se passe sur le terrain et pour vous montrer ce que vit cette population et les différents acteurs du changement. Là, c'est la préparation des repas. Sur place, j'ai filmé ces hommes et ces femmes qui se démènent jour après jour pour soutenir les réfugiés et les plus démunis. On se crève la gueule à amener du matériel tout pourri pour des gens qui sont juste mais privés de tout en fait. La ville contre un bon nombre d'associations comme le Collectif des Sans-Papiers et Utopia 56 pour ne citer que. Alors Utopia 56, c'est une association nationale qui vient en aide aux personnes exilées en France et aux personnes dans le besoin de manière générale. C'est une asso qui est indépendante et qui en gros a plusieurs objectifs, venir en aide aux familles exilées, aux mineurs non accompagnés, aux hommes seuls, aux femmes seules. Donc on a plusieurs actions avec plusieurs antennes un peu partout en France, on a 8 antennes. Et suivant les besoins dans les villes, on a différentes actions un peu plus importantes que d'autres. Du coup, nous, on cuisine une fois par semaine pour pouvoir après redistribuer en maraude en fait, des plats. Et donc, on a des dons, on travaille aussi avec la banque alimentaire, donc ils nous filent des fruits, des légumes, des trucs à cuisiner à chaque fois. On a aussi les collectes Biocoop, où du coup on peut récupérer pas mal de féculents, ça nous fait une base et après on peut distribuer ça le jeudi. Donc voilà, c'est un bazar. On distribue aussi du thé et du café. Donc
chaque soir de maraude, on prépare des thermos d'eau chaude et de café, quoi. Ok. C'est une salle plutôt où on pose des tentes, du matériel, et tout ça, en fait, c'est pour le camp au Gailleul, où il y a des personnes exilées, du coup, qui dorment. Donc, en fait, à chaque fois qu'on nous appelle, on dit il y a une famille dehors, et donc l'équipe d'astreinte qui se rend disponible vient ici, prépare du matériel, chope des tentes, des draps, des couvertures, des duvets, et va sur le camp pour les installer, quoi, les aider à s'installer. Voilà, ici, une petite salle de bain avec machine à laver, parce que Super. on essaie de nettoyer quand même au minimum. Ici, c'est la salle d'épicerie. Donc en fait, les samedis, toutes les 2 semaines, on collecte des dons, enfin, des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, pour pouvoir, pareil, les redistribuer en maraude, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir distribuer un peu aussi sur le camp. Énormément de dons et tout, donc des fois, voilà, ça donne un peu cette impression de bazar, mais c'est souvent comme ça. Donc là, c'est les vêtements. Donc là, c'est les vêtements, donc pareil, toujours sur un système de dons, en fait, et de collecte. Du coup, c'est vrai que j'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais nous, on n'a pas de financement de l'État. On travaille avec d'autres assos, ou alors on a des dons matériels ou financiers des particuliers, en fait. Et donc en fait tout ce que tu vois là, c'est des dons, quoi, que les gens nous font. Donc après évidemment des fois on est obligé de retrier parce que tout ne peut pas se distribuer en maraude, parce que c'est quand même des gens à la rue. Donc ils mettent des vêtements assez faciles à porter, pratiques et tout. Donc des fois on retrie, mais on fait du tri 2 à 3 fois par semaine, et c'est souvent là que ça se passe. Et puis ici c'est plutôt lieu de stockage, tu vois, des trucs à trier aussi, les manteaux pour l'hiver, tout ça. Puis les chaussures, et puis là on a des fournitures scolaires pour les mineurs qu'on accompagne. Et ça, c'est du coup là où on était. Et donc ici c'est la salle où on stocke les couvertures, des matelas, des oreillers, là t'as des draps, t'as du linge de bain, etc. D'accord. Et en fait, on doit trier des fournitures. Et ici, des fois, tu as des gens qui viennent se reposer. En fait, quand on accueille des mineurs ou des mamans qui sont toutes seules avec leur bébé, le temps qu'on leur trouve une solution d'hébergement ou que l'équipe d'astreinte arrive, C'est la pièce. Ils peuvent venir se poser là, quoi. C'est des blanches? Depuis un moment, ça là. Ouais, un légume végétarien. Ok. Toute l'après-midi, j'ai suivi les préparatifs de l'association Utopia 56, de la préparation des repas à la sélection du matériel demandé par les sans-abri pour ensuite s'organiser dans ce qu'on appelle une maraude. C'est-à-dire qu'ils se rendent en ville pour distribuer des repas chauds, les vêtements et du matériel de camping, notamment pour le camp des Gailleuls. Donc là, préparation des cafés, thé, tout ce qui est boisson en fait au final. Ouais, c'est café au chaud. Café eau chaude. Ouais, après le thé, on a des petits. Ouais, les sachets, donc c'est plus simple. Ok. Ça fonctionne bien là. Alors ici, tu vois, on a utilisé la technique locale de rajouter un peu de farine dans la ratatouille. Ok. Pour faire un peu une ratatouille bretonne et du coup, déguster. On n'a pas mis la farine de blé noir, donc c'est un peu une fausse ratatouille. Là, vous savez déjà ce que vous prenez pour la maraude, ouais. Ah oui, bah c'est sûr. Il y a une sorte de repas, enfin genre de menu. Ouais, bah ça commence par un plat avec un dessert. Ah, cool. Du coup, ça c'est le plat, le dessert, je sais pas trop, mais si c'est salade de fruits, on fait des salades de carottes éventuellement. Il nous en reste 8 à caler. Ouais, ça a été ouvert donc. Vas-y, insiste. Parce que ça, du coup, là, ça va être rempli de boîtes. Ouais. Je fais quoi? Je fais un tiers chaud. Alors,
Attends, ouais. Il y a les, Donc là, préparation des repas, les végétariens. des box, préparation des box avec l'association. Grosse organisation avec les grosses marmites que vous voyez juste là. Non, vas-y. Et c'est comment ton prénom? Sacha? Moi, Sacha, ouais, pardon. Et toi? Mathie. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme je discutais, les maraudes sont dures à peu près jusqu'à très tard dans la nuit. Ça dure jusqu'à 1h voire 2h du matin. Ça commence à 19h à peu près. On se rend en ville directement et on commence la distribution de point en point. Voilà. On doit avoir un point de... Donc là c'est quoi les points de collecte Alors moi en excès je les connais pas tous, mais en gros on fait le tour de Rennes. Le tour de Rennes, Ouais. ok. Et ceux qui font un thé, ils font le centre mais après, Ok. t'es pas là, tu vois. Bah, c'est pas là, en principe je sais qu'on va au stade, mais là on n'y va pas parce qu'il y a match, donc c'est le bordel. En 2019, le camp comptait plus de 400 migrants. À l'époque, la région Bretagne affirmait que l'État prendrait en charge les demandeurs d'asile et, sur demande de la mairie, l'évacuation totale du camp. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine, dont une quarantaine d'enfants. En ayant participé aux maraudes pendant 1 an avec la Croix-Rouge, un mineur à la rue était systématiquement transféré auprès du foyer départemental de l'enfance, pris en charge par le commissariat. Une famille à la rue avec des enfants de bas âge, de moins de 6 ans en tout cas, était rapidement mis dans les chambres d'hôtel. Mais je crois que cette politique et ce discours mené par Nathalie Appéré et puis Edmond Hervé auparavant a fait en sorte que aussi peut-être les dispositifs sont maintenant saturés et qu'il manque cruellement encore de moyens pour pouvoir répondre à cette exigence. Moi je considère que le parcours d'un mineur non accompagné, à partir du moment où il arrive sur le territoire français, après un parcours d'exil traumatique, en ayant traversé le Sahel, toutes ces horreurs, la forêt du Maroc ou avant par le biais de la Libye où vous étiez enfermés dans des geôles par rançon, avec tous les traumatismes qui est lié à l'exil, ils arrivent sur un territoire français où ils se retrouvent face à une complexité de l'administration française, qui nous-mêmes en tant que Français citoyens, on peut se battre avec des papiers parce qu'on a bien du mal à comprendre un peu les demandes des uns et des autres. Alors pour une personne étrangère, je ne t'explique pas le nœud que ça peut faire dans leur tête, et on se retrouve face à une situation où l'institution devient maltraitante, tant les conseils départementaux qui vont faire des évaluations très arbitraires sur la minorité du jeune et vont le mettre à la rue après 2 mois d'hôtel, auquel il va être mis à l'abri dans un hôtel avec des tickets pour aller manger des kebabs sans présence d'éducateur spécialisé, ni assistante sociale, ni psychologue. Et au bout des 2 mois, l'évaluation va être faite, il aura bénéficié d'un entretien et il se sera uniquement spécifié que le caractère physique ne correspond pas à l'âge d'un mineur, que le discours est stéréotypé et que les documents d'identité sont pas de documents d'identité ou les documents sont faux. Sans compter maintenant le passage à la préfecture qui peut les bloquer au niveau de ce fichier biométrique si ils sont passés avec un faux passeport et un passeur qui les a financés avec un faux passeport et une fausse date d'identité. Donc là on en devient une institution qui est maltraitante parce qu'on mène aux jeunes à la rue mais sans suivi en plus derrière, aucune orientation vers les services d'adultes. Et comme ils sont mineurs, ils ne peuvent pas prétendre aux services adultes. Donc on rentre dans un vide juridique. Et là commence une bataille juridique avec les tribunaux où il y a des demandes de mesures de tutelle qui sont mises en place, des juges des enfants qui vont dans le sens des services d'aide sociale à l'enfance. Et après un parcours d'aide sociale à l'enfance en tant que mineur, ils peuvent se retrouver avec une obligation de quitter le territoire français à leurs 18 ans parce que la préfecture ne va pas prendre en compte leurs documents d'identité ou en tout cas va trouver un petit grain dans leur dossier. Donc il peut y avoir dans les parcours de jeunes des ruptures et des maltraitances institutionnelles qui sont assez aggravées et qui peuvent vraiment ralentir et en tout cas faire beaucoup de mal sur le bien-être et sur un état psychique. Avec la mairie, avec la ville de Rennes, comment ça se passe vos relations? Est-ce qu'il y a une entraide? Non, enfin là d'emblée j'ai envie de te dire non, pas vraiment. On essaie d'être en contact avec eux, on est en contact avec eux, mais on se sent pas vraiment écouté et pris au sérieux pour autant. Avec les
Et les enfants, oui, comme vous pouvez voir, les enfants tombent malades. Dehors, c'est pas normal. Cette situation est complètement scandaleuse. Aujourd'hui, on est à Rennes, où est organisée une manifestation pour justement aider ces réfugiés coincés au camp des Gailleuls. Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais pour qui? Ils doivent faire face à de multiples agressions, tentatives de viol, agressions sur mineurs. Aujourd'hui, coup de pression de la mairie de Thorigné-Fouillard et de la préfecture. La mairie veut pas bouger pour l'instant. On fait des appels incessants. On maintient un dialogue sans répit et absolument rien ne bouge. La réponse préfectorale, elle est quasi nulle aussi. Il y a 2 semaines, pour la première fois, un représentant de l'État est venu sur le camp, c'était le sous-préfet. Il est venu faire état de la situation. Il est resté 1h30 dans sa voiture de fonction pour nous dire qu'il avait trouvé des solutions d'hébergement pour 2 personnes. Aujourd'hui, c'est ça la réponse. On a pas mal de bénévoles, mais on est en train de tous se tuer à la tâche, que ce soit Interroga ou d'Utopia 56. On se crève la gueule à amener du matériel tout pourri pour des gens qui sont juste mais privés de tout en fait. La mairie et la préfecture sont pointés du doigt par les associations pour leur lenteur de leurs actions. Selon eux, la tempête du 2 octobre n'est pas une raison pour mettre à l'abri ces femmes, ces enfants et ces hommes. Je me suis rendu sur place avec Colline, coordinatrice d'Utopia 56, pour rencontrer et dialoguer avec ces familles. Donc là, le camp, il est implanté depuis combien de temps ici? Là, ici au Gailleul, depuis mi-juillet. Mi-juillet? Ouais. Ah oui, quand même, ça fait un moment. D'accord. Ouais, et avant, il était au Hautes-Ournes, au parc de Hautes-Ournes qui est au Blône. Ok. Et il est resté un mois au Blône. Un mois? Donc, ouais, mi-juin, on a commencé à monter un campement en fait. D'accord. Et comment ça se passe avec la mairie, justement? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de conflits, justement. Enfin, on avait du mal à rentrer en contact avec eux. Et... Ouais. Ça se passe pas super bien parce que pour nous c'est pas une solution que de mettre des familles sous tente. Et en gros là la mairie elle a filé les barnums, ils ont mis à disposition les douches qui sont sur le terrain de rugby donc à 600 mètres. C'est le premier point d'eau et ils livrent du papier toilette et des sacs poubelles en gros quoi. Donc c'est pas pour nous c'est pas l'idéal. Ouais, ils font le minimum parce qu'ils considèrent avoir fait assez en créant 950 places quoi. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui sont partis. Là du coup il y a eu la tempête le 2 octobre. Oui. Il n'y a eu aucune solution de proposée ni par la préfecture ni par la mairie pour les mettre à l'abri en urgence. Et du coup, et nous on a eu la chance d'avoir un lieu de proposé par les éclaireurs de France et du coup on a pu nous, association, faire cette mise à l'abri mais qui aurait clairement dû être faite par la préfecture quoi. Puisqu'on était en vigilance orange, qu'il y avait clairement danger encore plus que d'habitude pour les enfants quoi. Ouais, parce que là il y avait une centaine de personnes ici, c'est ça? Dont une quarantaine d'enfants? Au moment de la tempête, il y avait très exactement 99 personnes là sur le campement et 42 enfants, dont 42 enfants. Là actuellement on est à 68 personnes et je peux pas te dire le nombre d'enfants qu'il y a sur le campement mais en tout avec les 2 lieux il y a 49 enfants je crois. 49 enfants. Ouais. Sur 130. Bonjour. Are you okay to talk to Maël? Yes? Ok. Ah super, ah oui parfait. Est-ce que je peux vous filmer? Ça vous dérange pas? Vous n'êtes pas obligé. Oui. Je vais te dire en français ce que je veux et tu vas me raconter en albanais. Ça te va? Ok, je peux te filmer? Ça te dérange pas? Oui? Ok. Vi nga shteti i Shqipërisë, kam ardhur këtu për një jetë më të mirë, kam 3 muaj në çadrat, se këtu s'janë kushtet ato që ne duam. Dhe për në shkollë kam shumë vështirë të shkoj se s'kam
ku i bë mësimet s'ka as të elektrik as një gjë. Edhe për në dush s'kemi aq kushte të mira këtu. Është shumë ftohtë nata. Voilà. Et qu'est-ce que tu souhaites faire en France? C'est quoi ça? Tu peux m'aider à traduire? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire en France? En France? Për një jetë më të mirë, këtu në Francë. Parfait alors, merci. De rien. Thank you. Après les avoir interviewés, j'ai pu me rendre dans une des tentes situées sur le camp. La jeune fille que vous voyez à l'écran m'a fait découvrir là où elle dormait, avec toute sa famille. Tu me présentes un petit peu ton endroit? Alors. Une cabane de fortune complètement aménagée, dans le centre de Rennes, près des Gailleuls. Toute ta famille? Oui. D'accord. Dormi ici. T'as combien de frères et sœurs? 6. 6? Cette jeune fille que vous voyez à l'écran dort avec 6 membres de sa famille dans cette tente. De plus, l'hiver est en train d'arriver et est aujourd'hui très présent. Et vivre dans ces tentes simplement avec une toile qui vous sépare du froid de dehors, c'est très difficile. Ici. Vous voulez? Oui. Oui. C'est pas grave, c'est respect, c'est piqué. Français ou albanais vous préférez? Albanais, c'est un peu pas. Allez. Hop, je peux vous filmer, ça vous dérange pas? Ok. Hop. Eh bien pareil, je veux connaître votre histoire. Oui, përshëndetje të gjithë ata që do më ndiqin në këto momente. Jam nëna e 4 fëmijëve. Jetoj në këto kushtet siç e shikoni. Kushtet e mia janë shumë të vështira. Kam 2 fëmijë të vegjël që ata mbërdhin shumë, gjithashtu kam dhe maman time që është shumë e smur. Ajo nuk mund të qëndroj këtu dot në çadër. Ju lutem më ndihmoni. Mund të shikoni dhe kushtet e mia si jetoj aty në çadër. Është shumë ftohtë. Dushet janë të vështira shumë larg për të larë fëmijët të t'i çojmë në shkollë. I ngrem shumë herët në mëngjes që në orën 6 më largojmë fëmijët për në shkollë dhe për në kopësht. Për mua jeta shumë e vështirë, po edhe për fëmijët është shumë e vështirë. Sidomos fëmia njerë më kërkon kushte e mami thotë unë kam ftohtë. Nuk mund ta përballoj dot me jetën në vazhdim kështu. Ju lutem, kërkoj ndihmë nga juve që të na mbështesni dhe të na jepni forcë. J'ai été très mouvementé. Mais dans l'émission Opération Spéciale, on s'arrête pas là. J'ai donc essayé de rentrer en contact avec la mairie de Rennes, mais sans succès. Alors, ni une ni deux, je me suis rendu sur place et je suis allé frapper à la porte. Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. C'est long quand même, vachement long. Essaye de l'autre côté. Bah après c'est pour les mariages. Non, parce que là c'est la mairie là. Enfin c'est le... Regarde. Allô, bonjour, Maël Daniel, journaliste d'investigation. Je viens pour savoir si Madame Appéré est présente parce que... Allô, vous m'entendez? Ah. Ils ont entendu journaliste d'investigation, ils ont arrêté. Peut-être qu'il va venir nous ouvrir. C'est bon, c'est mort. Maintenant, prenons la route. Cette fois-ci, direction la capitale de l'amour, Paris. Ah, Paris. Bref, si nous sommes ici, c'est pour rencontrer un exilé originaire d'Afghanistan. Yes. Un journaliste reconnu dans son pays nous a raconté une petite histoire, celle de pourquoi il est devenu réfugié politique en France. Hello, yes, c'est us. Thank you. You're most welcome.
Who are you and where are you from? Who I am, it's a very hard question. I am a war correspondent who is in exile right now in France. And what's the next question? Let me take in the beginning. Like, my name is Elias Essos. I am an exile homeless war correspondent from Afghanistan who fled his home country on 2015 because of Taliban, and right now I am in exile here in France. So just waiting for the asylum procedure here in France, waiting for my application accepted by France government. So yeah, I'm from Afghanistan. Okay. In 2015, you leave your home country in Afghanistan. Yeah. Because if your job and your reporting on the ban, it's actually. Yeah. In 2015, I had received a call from the Taliban's member, and they were asking me to collaborating with them, working for them. So as a journalist, my job is completely different. So my job is to reach the informations and share and spread the information with the peoples. I was a journalist, and it's not my responsibility to work with a terrorist group. So that's why I refused them, and I refused to collaborate with them because I can't take a gun and fight against my peoples. So that's why I forced to leave my home country, and I choose to be in exile. And since now I'm suffering from exile because I couldn't find a peaceful place for myself to continue my life. So it's a very hard decision. Like, when I came to Europe, I feel I found a safe place for myself. Here in Europe, there is a lot of safe zones for me. I was thinking like that. But when I choose Sweden, after a long time stuck in Sweden and waiting and no response from the Swedish Migration Agency, I received the first negative and the second negative and the third negative. So they treat me one more time. It's not like a Taliban, they treat me in a different way. The Taliban treat me that they're going to shoot me, they're going to destroy my life if I'm not collaborating with them. But the Swedes treat me to deport me back, and the Taliban do that after a while, like after 2, 3, 4, 5 years. So that's why I made my decision one more time. It was a very hard decision one more time for me, but I have no any other choice. I have to take this decision on that period of time, on 2020, because the Sweden will deport easily Afghan back to Afghanistan, and my life is in risk in Afghanistan, and I was facing with death in Afghanistan. So that's why I choose to come here in France. It's a very hard decision for me because I learned the Swedish language, and I had a lot of nice friends in Sweden. I made my connections, my friends in Sweden, and I was thinking like that. If I go to France, if I'm going to France, I have to start from the zero, like below the zero. Like, I have to be like a kid one more time. I have to start to learn the alphabet, to say food, waters, asking. I didn't know how to find my direction, how to find the way that I can survive here in France. But there is no other choice for me. I have to take this decision on that period of time. And that's why I made my decision, and I came to France, and I took the boat from Sweden to Germany, and the German police were stop us, and it was a very bad moment when the German border police arrest us. They put us in the detention center, and there is an investigation officer, border German police investigating us very tough and asking us fingerprints, and then I have no other choice. I have to tell them, so I'm going to stay here, I'm going to ask asylum. But it was not my decision to stay in Germany, because Germany is somehow like Sweden.
they will let you stay here for a long time, and after 4 or 5 years to refuse your case, and they will kick you out and they will deport you. So, but when they arrest me, they let me be free, and they give me 150 fine, and I have no money. I just borrowed some money from a friend in Germany, and then took the black taxi from Germany to France. And here in France also I stuck a lot, and I had a lot of problems, a lot of difficulties here in France since I arrived. Thank you, Mr. Elias. You're most welcome. Je ne peux pas faire un reportage sur les réfugiés sans parler de ce lieu rempli d'histoire. Vous ne l'avez sans doute pas raté, cela existe depuis le début du siècle. Non, je ne parle pas d'Internet, mais bel et bien de la jungle. Bienvenue dans le Nord, à Calais plus précisément. Aujourd'hui, je suis bien arrivé à Calais. Il fait très froid, beaucoup de vent, je m'approche des côtes, donc beaucoup de campements. À Calais, il n'y a pas de lieu spécifique pour savoir où sont tel ou tel campement. Les campements sont vraiment éparpillés dans toute la ville, même à l'extérieur de la ville. Donc c'est pour ça que c'est difficile, il faut marcher, il faut rouler pour trouver ces endroits. La jungle de Calais est près de la ville de Marques. J'y suis allé il y a 2-3 jours déjà. Et c'était vraiment rude. Vivre dans ces conditions-là, c'est vraiment très difficile. J'ai les mains totalement gelées étant donné que j'ai pas de gants. Donc vous imaginez les conditions de vie qu'il doit y avoir. Je renifle pour vous dire. Je suis vraiment habillé. Et là on s'approche des côtes pour contempler la mer et constater par où ces réfugiés, ces migrants partent direction l'Angleterre. Donc admirez par vous-même. Ce que vous voyez d'illuminé juste là-bas, les petites côtes que vous voyez juste là-bas, c'est l'Angleterre.